Hop. Et nous sommes en direct, normalement. Tac. Alors, on va laisser bonjour à tout le monde. Pour les premiers arrivants, on va laisser un peu de quelques minutes, 1 à 2 minutes, que le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez des problèmes de connexion, si vous nous entendez bien, si vous voyez bien les slides qui sont présentés. Bonjour à tout le monde. Super, parfait. Tout m'a l'air. Vous pourrez ajouter, Thibaut, si vous avez une attente particulière aussi, vous pouvez le mentionner. Soyons fous. Ouais, bien sûr. Bah alors, on va présenter l'événement. Déjà, merci beaucoup Thomas d'être là. Nous, c'est notre premier événement avec Rivage, notre premier webinaire sur la thématique du vivant en entreprise. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi du coup cette thématique, pourquoi est-ce qu'on t'a invité Thomas. Voilà, et on va expliquer tout ça après. Merci beaucoup à tout le monde de s'être inscrit. Voilà, si vous avez des retours, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et ben, on va pouvoir peut-être commencer. Et alors, ouais, hop, on va pouvoir commencer. Le temps peut-être qu'on se présente, que tout le monde continue d'arriver sur l'événement. On vous a préparé un petit sondage aussi dans le chat que vous pouvez voir en bas à droite de la box. Déjà pour savoir si vous avez déjà entendu parler du modèle de la perma-entreprise dont Thomas va nous parler aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Et comme ça, voilà, on pourra en discuter. Donc, l'onglet sondage, il est en bas à droite, si vous le voyez ou pas. Hop. Ah, il y a Nargis qui nous dit qu'elle connaît la permaculture. Ben, ça a un lien. La bonne nouvelle, c'est que ça a un lien. Allez, il est 12h03. Ce que je te propose, Thomas, si c'est bon pour toi, ben on va pouvoir commencer. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être présent. Donc, on a vu OK, tout le monde voit bien, tout le monde nous entend bien. Donc, c'est notre premier événement aujourd'hui qu'on fait avec Rivage. On a le plaisir d'accueillir Thomas Brezard pour inaugurer ce premier événement sur la thématique du vivant en entreprise et de comment le vivant peut inspirer l'entreprise, et qui vient nous parler de la perma-entreprise. Merci beaucoup, Thomas, d'être là. Thomas, tu es directeur du modèle de la perma-entreprise chez Norcis et tu es coprésident de Bilab France aussi. Voilà, est-ce que peut-être que tu peux nous dire 2 mots sur Norcis, sur Bilab aussi, et puis ensuite on pourra attaquer. Ouais, alors pour effectivement donner un minimum de contexte, mais en restant concis autant que faire se peut. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation à tous les deux. Côté Rivage, c'est toujours chouette d'avoir des occasions de prendre la parole et en plus de pouvoir le co-construire ensemble en essayant de faire quelque chose de singulier. Norcis, c'est une entreprise de services numériques. Donc très concrètement, notre métier consiste à aider plutôt des grosses organisations, privées comme publiques, à peu près moitié-moitié, à définir quels peuvent être les meilleurs logiciels pour répondre à leurs besoins métiers. Et ça, on le fait beaucoup dans le domaine de la santé, par exemple avec l'assurance maladie, dans le domaine du retail avec des grandes entreprises des Hauts-de-France où l'entreprise est née, ou avec l'ADEME, par exemple, sur le volet plutôt transition écologique. On est 700. L'entreprise, elle a été créée il y a presque 30 ans par mon père. Donc, ce qui est important, c'est que ça veut dire plusieurs choses, notamment qu'on a un cheminement assez historique pour faire en sorte que l'entreprise, elle soit utile, qu'on a les mains libres aussi pour innover parce que c'est une entreprise familiale, et ça aussi, c'est un point clé. On ira sûrement dans d'autres points de détail ensuite, mais c'est pour vous dire que si on a inventé ce qu'on a appelé la perma-entreprise, c'est parce qu'on avait différents besoins, mais aussi parce qu'on avait les mains libres et une farouche envie de nous réinventer au service du bien commun. Je pense que ça a été la clé.
Et puis, par ailleurs, pour se frotter à des normes internationales qui me semblent être parmi les plus exigeantes, on a ciblé notamment la certification B Corp qu'on a obtenue en 2019. Et moi-même, découvrant beaucoup plus en détail ce qu'il y avait derrière cette certif, en fait, j'ai souhaité m'engager dans le mouvement en France, et c'est ce qui a fait que depuis maintenant 1 an, je co-préside la structure qui s'appelle Bilab, qui est en fait l'association de loi 1901 qui porte le mouvement des Bicorp en France. Et j'en suis fort heureux. Voilà, je pense que Thibaut, j'en ai dit assez pour être concis. Et il me semble d'ailleurs avoir vu sur LinkedIn il y a quelques jours que vous avez atteint un nombre de points assez important avec Norcis sur Bicorp. Il y a eu une réévaluation et Ouais. il me semble que c'est assez récent cette réévaluation et ce nombre de points presque maximum atteint par Norcis. Donc bravo pour ça aussi. Merci beaucoup. Et ce qui est génial, c'est que depuis 3 ans, on n'a rien fait en fonction des points de Bicorp. En fait, on a fait les choses par conviction, en fonction du modèle PERMA, de ce qui nous invitait à faire, de ce que la co-construction avec nos équipes nous amenait à faire. Et puis, en fait, il y a une reconnaissance a posteriori de tout ça. Et ça, franchement, c'est une grande fierté et on est très heureux de ce résultat-là. Parfait. Bravo. Super. Moi, je ne me suis pas présenté. Alors, à côté de moi, je suis avec Clémence. Tu veux faire un petit coucou, Clémence, mon associé. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec Rivage? Aujourd'hui, on conçoit et on anime des expériences pédagogiques pour embarquer les directions et collaborateurs vers un passage à l'action à la hauteur des enjeux écologiques, avec une approche qui est très portée sur le vivant, parce que c'est quelque chose qui nous attire beaucoup avec Clémence. On est très sensible par rapport à ces sujets, et parce que c'est un des enjeux pour nous qu'on considère comme clé dans la transformation écologique de la société. Du coup, pour commencer peut-être ce webinaire et se rattacher à cette question du vivant, on a discuté en préparant du coup ce webinaire, on échangeait avec Thomas et on s'est posé un peu cette question. Peut-être que je peux te la reposer, Thomas. Toi, est-ce que peut-être que tu pourrais nous reparler d'une expérience, du rapport que toi, tu entretiens aujourd'hui avec le vivant? Ouais, alors si on est honnête, ce que je vous avais dit très spontanément, c'est que j'entretiens un rapport avec le vivant qui est celui d'abord d'un Parisien, donc assez léger, malheureusement. Hein. Mais du coup, quand vous m'avez posé la question, et je vais redonner la même réponse parce qu'elle était spontanée, je veux pas la changer, c'est que en fait, quand vous me l'avez posée, en fait, je suis reparti en enfance et à la chance que j'ai eue de grandir dans un quartier qui était adossé à une forêt, dans un milieu semi-urbain. Donc, c'était pas une forêt sauvage, mais c'était, mine de rien, une belle forêt. Et puis, quand tu as 10 ans, 12 ans, tout paraît. Et ça m'est revenu parce qu'en plus, je trouve que très souvent, quand on entretient des échanges avec des comités de direction, quand on discute avec des entreprises qui essaient de changer mais font face à tellement de freins, je me demande souvent à quel moment tous les interlocuteurs auxquels je peux faire face ont pu perdre à ce point le fil avec le vivant et le lien avec le vivant parce qu'en prenant des décisions qui sont plutôt de nature à le détruire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que tu vois, il y a un certain nombre de gens qui sont avec nous, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce lien avec le vivant, à comment on peut s'en inspirer pour réinventer l'entreprise. C'est bien parce qu'il y a une grosse remise en question des modèles d'entreprise de façon générale. Et en fait, je rêve de trouver aussi des moyens de faire en sorte que toutes ces personnes qui ont été des enfants et qui ont été amoureuses de la nature, elles s'en rappellent. Elles s'en rappellent et peut-être qu'en ayant elles-mêmes des enfants, elles vont s'en rappeler d'autant plus. Hein. Mais en tout cas, qu'elles s'en rappellent pour prendre des bien meilleures décisions et garder une force face à toutes les injonctions, prendre des décisions différentes. Ouais, on te rejoint pas mal. Moi, je sais que j'ai grandi pendant une bonne partie de mon enfance en pleine nature et avec une grosse connexion avec le vivant. Et c'est vrai que ça me parle pas mal de ce que tu dis. J'ai grandi dans le sud des Landes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous rattache un peu aussi à cette volonté de préserver les conditions d'habitabilité sur Terre aussi, c'est ce côté vivant. Et on trouve qu'il y a un vrai côté, un vrai caractère émotionnel à travers le vivant qui peut nous aider justement à enclencher ces transformations. Donc,
on trouve que c'est aussi une formidable opportunité du coup pour enclencher ces transformations, quoi. Super. Du coup, est-ce que peut-être pour poursuivre, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le sujet, est-ce que nous on s'est posé un peu cette question et c'est un peu la question qu'on se pose dans la construction dans l'animation de ce webinaire, c'est en quoi aujourd'hui le vivant pourrait être source d'inspiration pour les entreprises. Donc c'est une question un peu ouverte qui va nous emmener sur les sujets un peu plus spécifiques de la perma-entreprise après. Mais est-ce que peut-être que tu pourrais nous donner quelques petits éléments de réponse sur cette question-là? Ouais, et alors avec en plus des choses qui sont très fraîches parce que je suis en train de suivre un parcours de formation qui s'appelle Butterfly, qui a été créé par AXA Climate, qui est complètement centré là-dessus. Donc j'ai des exemples en plus très concrets qui me viennent. Je vais essayer là aussi toujours de rester assez concis, mais en fait, de plus en plus, je réalise à quel point l'entreprise est dramatiquement nombriliste, c'est-à-dire que tout part d'elle. Et historiquement, d'ailleurs, les stratégies d'engagement sociétal, c'est comment moi, entreprise, je m'engage vis-à-vis de mes clients, de mes fournisseurs, mais c'est toujours en partant de moi. Hein. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, ça omet constamment de considérer non pas l'entreprise comme le centre de tout, mais la partie constituante d'un écosystème vivant ou d'un écosystème qui se meurt, malheureusement, dans de plus en plus de cas, hein, mais comme partie intégrante d'un écosystème. Et déjà, quand on change ce point de vue, qu'on change les lunettes, pour reprendre l'analogie qui est faite dans Butterfly, quand on change la paire de lunettes, déjà, ça amène des idées et des réflexions tout à fait différentes, où on est beaucoup moins nombriliste, on fait preuve sans doute de plus d'humilité, et on se repositionne dans quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est un écosystème vivant. Et ça, c'est hyper important. Ce qui est vachement intéressant dès lors qu'on fait ça, c'est que, et je le constate de plus en plus, ça amène des façons de réfléchir et de penser qui sont extrêmement différentes et donc qui sont source d'innovation. Ouais. Au moment de l'histoire, acté que les entreprises doivent faire évoluer leur modèle d'affaires, doivent faire évoluer leur mode de management, leur gouvernance, etc. Il est évident qu'on a énormément à apprendre du vivant qui, pour rappel, fait de la R&D depuis des milliards d'années jusqu'à arriver à un état actuel où, alors que l'humain fait n'importe quoi depuis des décennies, la planète nous résiste et s'adapte. Commence à saturer, certes, mais s'adapte de façon extraordinaire depuis des décennies, alors que concrètement, on ne fait rien pour la respecter à l'échelle planétaire. Faut qu'on sache s'en inspirer. Et peut-être, je vais prendre un exemple concret. Vous voyez, dans les grands principes du vivant, par exemple, il y a un truc qui s'appelle la sous-optimalité. Si vous prenez par exemple la photosynthèse, aujourd'hui, quand vous regardez les rendements en fait de la photosynthèse naturelle, en fait, ils sont très bas. Et dans un système économique, on ne pourrait pas accepter d'avoir des rendements de moins de 10%, par exemple, alors qu'en fait, en milieu naturel, c'est tout à fait acceptable, notamment parce que ça va garantir une adaptabilité du système qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors même que l'humain ou les activités humaines émettent des quantités de gaz à effet de serre pharaoniques, eh bien, depuis plusieurs décennies, les écosystèmes naturels arrivent quand même à compenser dans des grandes proportions en augmentant les rendements de photosynthèse pour augmenter la capacité du vivant à capter du CO2. Donc là, on arrive à un point de saturation maintenant, mais c'est hyper intéressant parce que si je fais une analogie très concrète avec l'entreprise, dans notre secteur d'activité, on vend des jours hommes, on vend de la prestation intellectuelle. Et en fait, dans l'informatique, le grand sport, c'est de dire, en fait, il faut que je facture un maximum de jours dans l'année la personne que j'ai recrutée, parce que sinon, c'est du manque à gagner. Et nous, on a appliqué, sans trop le savoir à l'époque, un principe de sous-optimalité en disant, on va mettre un plafond à ça pour garder du temps, pour faire d'autres choses, pour s'épanouir par la formation, par le mécénat, par la participation à des actions de la fondation, de notre communauté environnementale. Et ça, par exemple, quand il y a eu le Covid, ça a fait qu'on a été beaucoup plus résilient que nos concurrents parce qu'on avait cette sous-optimalité qui nous a permis de nous adapter et de redistribuer les jours là où il y en avait le plus besoin pour faire face à une situation d'urgence. Voilà un exemple très concret d'inspiration du vivant qui est plutôt pour moi une prise de conscience a posteriori, mais aujourd'hui, c'est des fils que j'ai envie de tirer autour de le fait de ne pas produire de déchets, et ces déchets, ils ne sont pas forcément physiques.
autour du fait de chercher des équilibres dynamiques avec l'ensemble de l'écosystème, c'est hyper intéressant. Et du coup, ce qui est moi, je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que on aurait tendance à, aujourd'hui, quand on parle de vivant, quand on parle de biodiversité, etc., on a tout de suite tendance à penser peut-être que ça concerne que des entreprises qui ont un lien avec le terrestre, avec l'agriculture, peut-être avec ce genre de choses. Et en revanche, toi, l'exemple que tu donnes, du coup, c'est un exemple d'organisation aussi qui peut s'appliquer à une entreprise du tertiaire. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour montrer que, en fait, tous les secteurs d'activité ont tout intérêt et peuvent s'inspirer du vivant sous n'importe quel concept et n'importe quel principe. Donc, ouais. Et peut-être en rebond à une question qui est posée dans le chat, Thibaut, pour affiner un tout petit peu la présentation aussi de Norcis. Ouais. Aujourd'hui, il est évident que les entreprises qui sont moins disantes au niveau social et environnemental sont celles qui essaient d'avoir le prix le plus compétitif sur le marché. Donc, à un moment donné, quand on veut se donner de l'air et les moyens d'investir sur le social, sur l'environnemental notamment, c'est quand même assez peu compatible avec ce type de stratégie. Donc, il y a presque 10 ans, Norcis fait un virage stratégique, était de dire on doit se positionner sur notre secteur comme un acteur haut de gamme. Parce que ça veut dire que on va pouvoir déjà développer les compétences, les valoriser, essayer d'avoir des prix qui soient un petit peu différents, sortir d'une guerre des prix qui tire vers le bas avec du offshoring à l'autre bout du monde. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui aussi, si Norcis a réussi à asseoir une certaine stabilité, c'est aussi parce que je pense qu'il y a eu un choix stratégique de positionnement sur notre secteur qui a été le bon pour pouvoir avoir un modèle qui ne tire pas vers la moins-disance sociale, environnementale et donc des prix. Voilà, comme ça, je réponds à une quels sont les taux journaliers moyens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà pris des décisions chez Norcis. Vous avez déjà dit non à des contrats qui correspondaient pas à ces valeurs-là et à ce cadre-là que vous vous étiez mis dans votre stratégie d'impact. Alors, c'est pas directement lié à la démarche haut de gamme qui est assez historique chez nous. Néanmoins, oui, il y a eu des renoncements et en fait, on en voit de plus en plus. Alors, chez nous, on a une douzaine de sites et il faut voir quasiment chaque site comme une sorte de PME, puisque notre modèle PERMA, en fait, c'est une stratégie avec un référentiel et des indicateurs et on audite tous les 2 ans chacun de nos sites sur ça. En tout, on est entre 150 et 200 indicateurs, donc c'est quand même un gros logiciel, mais on sait faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans plus en plus d'endroits où l'entreprise est implantée et où on essaie de donner une certaine liberté sur le chemin pour arriver au résultat. C'est-à-dire, nous, on attend des résultats et le respect des grands principes, mais ensuite, la façon d'y arriver peut être propre à chaque territoire. Il faut respecter la singularité des territoires et de chaque agence. Ça aussi, c'est un principe du vivant. Eh bien, on se rend compte que, notamment parce qu'on a ce modèle qu'on va un peu plus présenter ensuite, Thibaut, on a une autorégulation, encore un principe du vivant, des équipes et parfois des commerciaux eux-mêmes qui vont, alors qu'ils ont une opportunité commerciale et parfois sans mise en concurrence, donc du business facile, être capable de se dire, là, il y a une dissonance avec le modèle, avec le projet d'entreprise que l'on mène, avec notre raison d'être, donc on ne va pas y aller. Et ça a pu arriver, par exemple, l'an passé pour des questions humaines, c'est-à-dire de respect des personnes, de risque de pression managériale sur nos équipes chez le client. Ça a pu arriver pour des raisons de modèle fiscal qui n'étaient pas favorables à une redistribution de la richesse parce qu'il y avait des filiales dans des pays un peu douteux que je ne citerai pas, ou alors pour des raisons que la finalité du projet était de nature à pérenniser un modèle d'affaires très intensif en CO2. Voilà pour donner quelques exemples concrets de renoncement et d'autorégulation des équipes. Ce qui veut dire que ce qui est vachement chouette aujourd'hui avec le déploiement du modèle PERMA, c'est qu'on voit une évolution de la culture d'entreprise parce qu'il y a une évolution de la culture des individus eux-mêmes au sein de l'entreprise pour tendre vers un idéal qui ne sera peut-être jamais atteint, mais en tout cas, on sait vers quoi on veut tendre grâce à tout ça. Super. Bah, du coup, c'est une très bonne introduction pour parler du modèle de la perma entreprise. Aujourd'hui, le modèle de la perma entreprise, il a été
théorisé à l'origine par ton père, c'est toi qui as repris et qui le flambeau et qui le diffuse aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler, voilà, du modèle de la perma-entreprise? Ce que je peux vous dire rapidement, c'est surtout pourquoi une entreprise d'informatique s'est inspirée du modèle de la permaculture pour se réinventer. Et je ferai court, mais en fait, on est en 2019-2020 et on sort de 4-5 ans, on a expérimenté beaucoup de dispositifs pour essayer de renforcer l'engagement sociétal de l'entreprise. En 2013, on se frotte pour la première fois à l'ISO 26000, qui est la norme internationale sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et on nous attribue le niveau exemplaire. Donc c'est bien, c'est une belle reconnaissance, mais du coup, on fait quoi ensuite pour continuer à progresser, vous voyez? Donc on a gardé ça, mais il fallait qu'on se frotte à autre chose. C'est pour ça qu'on est allé chercher B Corp, c'est pour ça qu'on est devenu aussi une société à mission. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de tout ça, et puis je parle même pas des certifs qu'on est obligé de passer en tant que prestataire de services qui sont un peu le même genre de démarche où vous devez prouver que vous avez des chartes qui respectent l'éthique, les achats responsables, etc. Mais tout ça, en fait, ça fait pas un projet d'entreprise qui embarque les équipes. Et en plus, on restait une entreprise dont le cœur du modèle d'engagement sociétal était basé sur un triptyque qui, de ma fenêtre, après 10 ans de conseil RSE que j'ai pu faire avant de rejoindre Norcis, en fait, est inopérant. Donc ça, on va le voir juste après dans la slide suivante. Du coup, ce dont on avait besoin, c'était de trouver la nouvelle source d'inspiration qui allait nous aider à nous réinventer, mais avec je dirais, un logiciel de départ qui nous semblait être beaucoup plus aligné avec les enjeux de notre époque. Et c'est ce qu'on a découvert dans le modèle permaculturel avec les 3 éthiques indissociables qu'on va voir juste après. Et donc, finalement, on lance un projet d'innovation. On a sélectionné 10 salariés représentants de nos métiers qui avaient une capacité à penser, on va dire en dehors de la boîte, à se laisser porter par une démarche en étant un peu dans l'inconfort, parce que on explorait un modèle de production agricole. On était en plus pendant le Covid, donc on expérimentait les choses en visio à distance. Enfin, il fallait vraiment être confort il fallait être confort dans l'inconfort en fait pour y arriver. Et donc on est parti comme ça avec 10 salariés. On a mis à peu près 100 jours hommes de réflexion pour arriver à un modèle inspiré de la permaculture. Et ensuite, je l'ai déployé avec nos équipes en interne en parallèle de la rédaction du livre qui est paru en 2021. Et ça, c'est important parce que pour moi, c'est un choix hyper fort et quelque chose dont je suis très fier. C'est que l'entreprise a renoncé à un business qu'on aurait clairement pu développer autour de ce modèle pour faire du conseil, pour en faire un bien commun. Parce que dans le livre, il n'y a pas juste voilà l'inspiration, il y a la méthode pour que n'importe qui puisse s'en saisir. Et ça, pour moi, c'est un choix hyper fort qu'on a fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on poursuit les efforts parce qu'on a créé tout un tas de dispositifs pour essayer de faire en sorte de rendre autonome dans la mise en œuvre de ce modèle le plus grand nombre de personnes possible, à travers des moments comme on fait là, bien évidemment, pour sensibiliser, semer les graines, mais ensuite les faire germer avec une formation qu'on a créée parce qu'on avait beaucoup de demandes, avec des partenariats qu'on peut avoir avec d'autres écosystèmes ou des acteurs qui accompagnent des groupements d'entreprises pour les faire évoluer dans ce qui nous semble être le bon sens. Donc voilà, ça c'est important. Et donc pour résumer le modèle, il y a 3 éthiques indissociables. Vous verrez ensuite 3 lignes directrices, c'est-à-dire 3 constantes dans la façon d'opérer les activités de l'entreprise et 3 composantes structurantes. Ça, c'est ce qui va donner la structure de la stratégie de l'entreprise. Donc, si tu veux, on avance pour aller dans le concret, Thibaut. Ouais. Le cœur de tout, ce qui devient, je vais dire presque caricaturalement, les tables de la loi, ce sont les 3 éthiques indissociables. Et là, je vais faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur, à mon sens, la difficulté qu'on a depuis 30 ans à vraiment engager les entreprises dans un projet de société qui soit peut-être plus juste et plus durable. C'est qu'en fait, le triptyque du développement durable, il a été largement déformé dans sa mise en application. Faire ce schéma où en fait, on voit bien que le profit a un peu mangé les 2 autres. Et ça s'explique très simple, enfin, ça se matérialise très simplement quand on voit la stratégie d'entreprise qui vous disent ça y est, on est engagé pour la planète parce qu'on a mis 10% de plastique recyclé dans nos emballages, ou ça y est, on est engagé pour la planète parce qu'on vend des véhicules électriques. Mais ça, c'est une goutte d'eau
voire un mirage, parce que derrière, on reste dans des logiques de vendre toujours plus, de prédation des ressources. Et c'est là que la RSE, notamment, ou le développement durable tel qu'il a été pratiqué historiquement, pour moi, a d'énormes limites. C'est qu'en fait, il a permis de travailler l'engagement sociétal des entreprises en omettant de réinventer le business. Et c'est là qu'on a découvert dans la permaculture et donc dans la perma-entreprise quelque chose qui change tout. C'est que vous voyez que le troisième pilier, c'est plus profit, c'est limite. Quelle limite je vais fixer, par exemple, à la quête du profit, aux pratiques managériales, etc., pour ne pas dégrader people et planète. Et ça change évidemment tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de profit. On reste une entreprise privée qui doit en faire pour être pérenne et exister, mais pas au détriment des deux autres. Et donc, ce qui devait être un équilibre parfait dans un monde idéal avec le triptyque développement durable, je pense qu'on se donne des meilleures chances de l'atteindre réellement avec ces trois éthiques indissociables de la perma, parce que c'est l'autre point important, c'est que c'est plus un coup l'un, un coup l'autre, et puis au global, on essaie d'être équilibré. C'est que on doit constamment considérer les trois conjointement. Alors évidemment, c'est très dur de les respecter conjointement tout le temps. Par contre, le fait de les considérer systématiquement conjointement fait qu'on va être dans une bien meilleure anticipation des risques, notamment d'externalités négatives que pourraient générer des décisions. Deux axes qui sont prendre soin des humains et préserver la planète. Donc voilà pourquoi je vous parlais d'une transformation, d'une évolution de la culture individuelle et de la culture d'entreprise à travers ces trois éthiques indissociables. Super. Et aujourd'hui, vous avez des indicateurs pour mesurer ces trois principes-là? Ouais, alors si tu veux, on peut peut-être avancer dans la déclinaison parce que je pourrais être plus concret sur les indicateurs. Voilà ce que sont les lignes directrices ou un état d'esprit qu'on doit constamment essayer d'avoir dans la mise en application et les opérations au niveau de l'entreprise. Déjà, c'est dans l'usage des ressources et c'est là que vous voyez qu'on va beaucoup s'inspirer du vivant, c'est d'avoir un usage sobre, voire de viser une régénération des ressources. Je dis bien viser une régénération parce que ça peut être très compliqué. On fait appel. Par contre, ça aide et c'est là que ça devient hyper intéressant en termes d'innovation. Ça vient péter un plafond de verre historique, là aussi, des approches d'engagement qui ont beaucoup été autour de comment je vais limiter les impacts négatifs. En gros, comment je vais faire moins mal aux humains et à la planète. Pour ça que les stratégies d'engagement, c'était comment je vais faire moins de turnover, moins d'écart de salaire, moins de déchets, moins de CO2. Mais en fait, on résout pas le problème. En fait, on lève le pied de la pédale d'accélération qui nous fait foncer dans un mur, qui peut être le mur de problématiques sociales ou environnementales qu'on voit de plus en plus malheureusement dans notre société. Par contre, c'est pas suffisant de réduire. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment l'entreprise, en tant que partie prenante, membre d'un écosystème vivant, peut contribuer à la régénération des ressources qu'elle utilise. Et ces ressources peuvent être humaines, peuvent être financières, peuvent être naturelles, évidemment. Tout simplement avec le modèle permacole, dans lequel vous allez utiliser de l'eau, le vent, le soleil, la terre, et donc vous devez constamment vous interroger sur comment je peux régénérer ces ressources-là, ou comment je les utilise de façon renouvelable, pour prendre un autre terme qui peut être un petit peu plus communément compris. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça vient faire penser différemment une fois de plus. Deux autres points importants, c'est que historiquement, on s'engage, et je vous disais de façon très nombriliste, en tant qu'entreprise, vers les parties prenantes qu'on silote. Sauf qu'en fait, ça devient de plus en plus inefficace dans le monde moderne où tout est très interconnecté et où des enjeux sont de plus en plus partagés. Je peux rester sur l'enjeu du climat, c'est l'enjeu de tout le monde. Pourquoi donc l'entreprise, en tant que membre d'un écosystème vivant, ne se mettrait pas autour de la table avec d'autres parties prenantes autour de cet enjeu commun pour voir comment elle peut mettre ses ressources à disposition pour apporter face au dérèglement climatique. Et ça, on peut le transposer bien évidemment à d'autres enjeux qui peuvent être des enjeux de bien-être et d'épanouissement des humains dans le territoire sur lequel ils vivent et dans leur vie. Il y a la vie pro, mais il y a aussi la vie perso. Voilà, on peut le travailler à bien des égards ou comment l'entreprise, en s'implantant sur un territoire, peut concourir à la vitalité de ce territoire en partageant ses richesses, ses ressources. Elles peuvent être matérielles, ça peut être des locaux, des espaces de travail. Nous, par exemple, ici, on accueille souvent des associations, parfois liées à nos métiers, parfois pas du tout,
Voilà, mais en tout cas, de casser ces silos de parties prenantes et de travailler ensemble en coopération. Et ça, c'est là aussi une belle inspiration, une belle source d'inspiration du vivant. Mhm. Le dernier, c'est que la perma, c'est pas la RSE. Je l'ai un peu fait comprendre dans le propos que j'ai depuis tout à l'heure. Donc, le but, de perma, dans la définition de la stratégie d'entreprise, on veut enfin faire vraiment converger business et engagement sociétal. C'est plus l'un et l'autre séparés, parce que du coup, je peux très bien avoir des super engagements sociétaux avec une fondation, redistribuer plein de pognon, mais rester une entreprise qui est par exemple très extractive d'énergie fossile. Vous voyez un peu le genre d'organisation dont je veux parler. Non, là le but, c'est que mon entreprise doit avoir une stratégie qui fait enfin converger business et engagement sociétal. Donc évidemment, ça veut dire faire des renoncements, accepter de dire qu'on a des choses qui ont été destructrices et qu'on doit transiter. Et ça peut demander du temps, ça on peut le tolérer. Par contre, il faut que ce soit planifié. Et donc la perma, c'est un outil, et je reprends un peu le propos de Denis dans le chat. Salut Denis. C'est que le modèle perma et la méthodologie qu'on a imaginé, elle a un but, c'est d'être très pragmatique et de permettre de décliner de façon opérationnelle ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, et cette déclinaison en stratégie d'entreprise qui fasse enfin converger business et on va dire RSE ou engagements sociétaux plus largement. Peut-être pour terminer, Thibaut, si tu veux bien me mettre la dernière diapo, il me semble, avec les 3 composantes structurantes d'une perma-entreprise. J'avais une toute petite question avant pour toi. Peut-être Thomas, tu parlais de régénération, de visée régénérative. C'est un terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que peut-être que tu peux nous expliquer un peu succinctement ce que ça veut dire la régénération? T'expliquer succinctement la visée régénérative? Ouais, ou ce qu'on entend par le terme de régénération en termes d'écosystème, et pourquoi est-ce que ça va au-delà de la réduction des impacts? Parce que régénérer, ça veut dire on va restituer, à minima, on va restituer le stock de ressources qu'on a préempté pour réaliser l'activité. À minima. Donc ça veut dire que on peut aussi s'autoriser à avoir un apport net, une contribution nette en ressources. Hein. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez des processus industriels qui vont permettre de, par exemple, s'appuyer sur des ressources en eau pour refroidir des machines. Ces ressources en eau, on peut se connecter aux eaux usées d'un réseau urbain pour refroidir des machines parce qu'on n'a pas besoin d'eau claire, mais le process industriel peut permettre de nettoyer cette eau et de la restituer au milieu naturel dans un état bien meilleur dans l'usine, par exemple. Ça, c'est un processus de régénération de la ressource naturelle en eau, voilà, qui fait que l'entreprise, dans ce cas-là, aurait une empreinte nette ou une contribution nette au regard de la ressource en eau. Et ça, on peut le décliner sur plein d'autres aspects. Chez nous, comme une entreprise de service, la première réflexion, elle a été beaucoup sur la ressource humaine. Et là où c'était intéressant, c'est que du coup, c'était plus la réflexion, l'innovation, elle visait plus uniquement à se dire comment on va réduire l'absentéisme, le turnover, etc., mais comment on va, en tant qu'entreprise, aider nos individus qui sont des citoyens, qui ont une vie à côté, à ressortir de l'entreprise dans un niveau d'enthousiasme et d'énergie peut-être meilleur que quand ils entrent. Okay. Et je ne vais pas vous faire une caricature sur le contexte sociétal actuel et les infos depuis quelques jours qui nous en remettent qui nous remettent en pleine tête des sujets extrêmement anxiogènes. Peut-être que l'entreprise, par ses pratiques, par la finalité de son activité, par ses modes managériaux, par sa gouvernance participative, peut redonner un peu d'enthousiasme, de confiance en l'avenir aux salariés. C'est ce qu'on essaie de faire. Et pour moi, c'est une forme de régénération de l'énergie des salariés, de le décliner en bien des aspects. Très bien. Je vais repasser. J'ai vu qu'il y a Astrid qui pose une question, il y a Nargis qui pose une question. Peut-être qu'on pourrait y revenir à la fin. Je vais repasser sur les composantes pour structurer la démarche. Et après, on reviendra pour que tu puisses terminer du coup sur ça. Ouais, alors bon, les exemples, j'en ai déjà donné un ou deux. On pourrait décliner. Sachez simplement que la régénération, ça vient du milieu agricole. Qu'il existe même aux États-Unis une certification pour des exploitations agricoles à visée régénérative.
Mais pour vous donner peut-être un dernier exemple qui soit plus en lien avec ce monde-là, Norcis, dans le cadre de sa stratégie bas carbone, puisqu'on mesure notre bilan depuis 2007 et qu'on l'a vraiment beaucoup réduit, aujourd'hui on arrive à des niveaux qui deviennent difficilement compressibles. On finance, au-delà de notre périmètre, la régénération des sols. Donc par exemple, on a financé une start-up qui a développé une solution biosourcée, donc naturelle, dont les propriétés vont permettre de régénérer un sol qui est mort en moins de 3 ans, alors que les cycles naturels mettraient 5 à 10 ans à le faire. Régénérer le sol, un sol mort, ça veut dire quoi? C'est un sol qui a été gazé en intrants chimiques pendant des années, voire des décennies, qui n'a plus aucune vie, qui n'est plus aéré, qui en fait est devenu une sorte de poussière. Bien en fait, cette solution, elle va accélérer le processus de retour de la vie dans ce sol, des vers de terre, va l'aérer de nouveau, refaire venir des oiseaux, permettre au sol d'absorber davantage d'eau, de capter davantage de carbone. Et ça, c'est une régénération du vivant, une régénération du sol. Et donc, on essaie de travailler au développement de solutions qui vont accélérer ça, parce que malheureusement, l'être humain l'a beaucoup trop détruit pendant des décennies. Et alors, au niveau agricole, avec la PAC, on a fait très, très fort là-dessus. Pour terminer donc sur le modèle, sachez que, et j'ai parlé de stratégie, la méthodologie qu'on a imaginée a pour but d'aider une entreprise, voire une organisation, parce qu'en fait, on a inventé perma-entreprise parce qu'on est une entreprise et qu'il fallait bien qu'on s'adresse à ceux envers lesquels on était les plus légitimes. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, on sait qu'il y a des associations, des fondations. J'ai même entendu parler d'une communauté de communes dans les Hauts-de-France qui est en train de s'inspirer de la méthode pour dessiner avec ses parties prenantes la stratégie de son territoire. En fait, le but, c'est de définir une stratégie à travers 3 composantes qui sont une raison d'être. Ça, c'est très à la mode, mais attention, une raison d'être qui est alignée avec les 3 principes éthiques, ce qui permet notamment d'éviter des raisons d'être un peu coquilles vides où il y a cette raison d'être, on va la décliner dans une stratégie avec une sorte d'arborescence, mais qui en gros vous fait formuler des enjeux qui peuvent être en fait les piliers de votre stratégie, et puis évidemment une concrétisation avec des projets, des actions, et surtout au final des objectifs d'impact, donc ce qu'on appellerait des indicateurs plus classiquement, mais des objectifs d'impact, c'est-à-dire autant que faire se peut, on mesure le résultat, pas l'intention. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais prendre, la formation qui est un indicateur RSE classique. On peut très bien dire que on a formé dans l'année 70% de nos salariés. Ça ne dit rien de la valeur ajoutée pour les salariés de ces formations, de leur impact sur le développement de leur employabilité, voire de la perception des clients, de l'amélioration des compétences des salariés. Donc nous, aujourd'hui, quand on parle d'objectifs d'impact sur un sujet comme celui-là, ce qu'on mesure avant tout, c'est la perception de l'utilité des formations par les salariés eux-mêmes et la perception de nos clients sur la valeur ajoutée des compétences de nos équipes par rapport à des concurrents. On est bien sur l'impact. Et ça, je pourrais le décliner sur bien d'autres cas, mais ce qu'on a fait proposer dans le modèle, c'est de dire aujourd'hui, il y a des incontournables. Donc, par exemple, dans les objectifs d'impact, il y a la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la redistribution de la richesse créée, des profits dans des proportions importantes. On parle de 50% des bénéfices à redistribuer aux salariés, à la société civile, etc. Et donc, on en a proposé 24 pour avoir un socle commun avec des entreprises qui ont décidé de s'approprier, d'utiliser le modèle. Mais la méthodologie vous invite ensuite à définir vos propres objectifs d'impact. C'est pour ça que chez Norcis, au total, on en compte entre 150 et 200 en gros. Mais le 24, c'est un nombre minimum à remplir pour… C'est le socle commun sur des indicateurs qui sont à peu près cohérents, quel que soit le type d'entreprise. Je dis bien à peu près parce que, par exemple, on avait mis le télétravail. Bon, il est évident quand vous avez une activité industrielle, c'est plus compliqué d'appliquer le télétravail. Donc après, on a aussi évidemment mis de la conditionnalité. C'est plus un guide, c'est une proposition qu'on a voulu faire pour dire aujourd'hui une entreprise qui se revendique vraiment engagée en faveur du bien commun, de l'intérêt général, ne peut pas se permettre de concentrer les richesses, ne peut pas se permettre de ne pas savoir piloter ses émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pourquoi on en a positionné 24, ça aurait pu être un peu plus, un peu moins, mais surtout c'est une forme de mise en pratique de premier pas pour ensuite faciliter la définition propre des indicateurs de l'entreprise en fonction de ses singularités, parce que quand vous êtes une entreprise du numérique, vous n'aurez pas les mêmes objectifs d'impact
qu'une entreprise industrielle, agricole, etc. Parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais peut-être nous parler, donc tu nous as pas mal parlé de Norcis, est-ce que tu as d'autres exemples d'entreprises en France ou même à l'international qui ont éprouvé le modèle et dont Ouais. tu as envie de nous parler? Ouais. Alors bon, à l'international aujourd'hui très peu pour une raison simple, c'est qu'on fait ça avec peu de moyens. En fait, c'est du temps que l'on donne avec notamment avec mon père, mais aussi avec 2, 3 salariés de Norcis qui sont assez investis du sujet avec nous. Mais voilà, aujourd'hui on fait ça et puis comme vous l'avez compris assez généreusement parce qu'on n'a pas d'objectif business. Aujourd'hui, mes objectifs d'impact sur le développement du modèle, c'est pas le chiffre d'affaires qu'on génère. Il y en a un petit peu avec les formations, par exemple, mais c'est pas un but recherché. Le but recherché, c'est le nombre de personnes qu'on a autonomisées dans la mise en œuvre du modèle. C'est le nombre d'entreprises éventuellement qui l'ont appliqué, même si aujourd'hui, pour nous, c'est extrêmement dur à mesurer pour une raison simple, c'est que comme on a tout mis dans le livre et qu'il y a 10 000 livres qui ont été vendus ou un peu distribués par nous, on ne sait même pas dire combien d'organisations ont vraiment appliqué le modèle. Par contre, aujourd'hui, il y en a qui sont revendiqués, qui nous ont demandé de critiques sur leur travail. Donc oui, il existe aujourd'hui principalement des PME, des ETI qui ont notamment la liberté de faire des choix forts en matière d'engagement sociétaux, donc plutôt avec un capital détenu par la famille ou par les salariés, hein, en gros. Mais on a des dizaines d'entreprises qui ont expérimenté, voire qui sont allées au bout de la méthode. On a un site dédié qui s'appelle permaentreprise.fr où vous pouvez retrouver certaines de ces infos. Peut-être plutôt que faire le jeu des chiffres que tout le monde fait un petit peu, je vais plutôt partager avec vous 2, 3 retours d'expérience avec des phrases clés issues des interviews qu'on a menées parce qu'on est en train de finaliser une nouvelle version du livre dans laquelle on va enrichir tout ce qu'on avait déjà fait dans le premier livre de témoignages d'autres entreprises qui l'ont fait aussi. Et ça, c'est hyper riche. Il y a des témoignages assez intéressants sur, par exemple, le fait que offre un outil pour faciliter la cohérence d'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est l'entreprise industrielle qui nous l'a dit et qui nous a aussi dit qu'en fait, ça avait aidé l'entreprise pour définir le socle de ce qu'allait devenir sa société à mission parce qu'elle voulait le devenir, voire même la mise en branle de l'entreprise pour savoir mesurer ses impacts dans le but à la fin de pouvoir, par exemple, obtenir la certification B Corp. Donc, en plus, ça facilite aussi des démarches autres. On a des témoignages qui nous disent par exemple, dans une PME, une dirigeante qui nous a dit, en fait, le projet d'entreprise que nous a permis de co-construire avec les équipes, parce qu'il y a une vraie démarche de co-construction avec les équipes, le modèle PERMA a généré tellement d'enthousiasme chez les équipes qu'il a fallu quasiment les freiner ensuite dans le déploiement des projets, parce qu'en fait, ils étaient tellement happés et enthousiasmés par ça qu'ils avaient tendance à un petit peu oublier qu'ils étaient aussi en prestation de service et qu'ils avaient des choses à délivrer pour les clients. Donc, c'est marrant, c'est presque le problème inverse qu'ont la plupart des organisations aujourd'hui, où il faut constamment batailler pour embarquer les équipes, etc. Donc ça, c'est un super retour d'expérience. On a aussi un témoignage, par exemple, qui nous expliquait que au début, les salariés étaient assez sceptiques sur les démarches RSE, etc. Et que ça les avait plutôt réenchantés que de voir ce qui était en train d'être co-construit avait permis du coup de casser une forme de défiance qui existait, notamment parce qu'il ne faut pas rêver, les équipes, je dirais, très terrain, elles sont quand même déconnectées de tout ça, elles ont des attentes spécifiques. Chez nous, c'est vrai aussi. Et d'ailleurs, on ne peut pas embarquer 100% des équipes, ça n'existe pas. Voilà, donc vous voyez des retours finalement super enthousiasmants, positifs, autour du fait que l'outil facilite la définition de la stratégie globale, facilite l'engagement des équipes, redonne confiance dans la capacité d'une entreprise à contribuer au bien commun, même si tout n'est pas parfait, même si le chemin peut être long. Je pense, pour moi, aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir des entreprises qui font des grands discours avec des tout petites actions. Et c'est ce qu'on voit beaucoup trop, malheureusement. Par contre, qu'il faille commencer par des petits pas, ça, je peux l'entendre. Si le cap à long terme, il est très ambitieux et qu'on offre des garanties sur une planification, par exemple, de la transition du modèle d'affaires, qui est le cœur de la question pour faire basculer le monde économique aujourd'hui, notamment parce qu'il doit absolument sortir de la logique volumique. Tant qu'on sera dans la logique volumique, on ne résoudra pas la question de l'empreinte humaine sur les ressources naturelles, le dérèglement climatique,
voir la concentration des richesses avec toutes les problématiques sociales notamment qui en découlent. Okay. Il y a Amandine qui nous pose une question dans le chat qui nous dit est-ce qu'il existe un réseau dédié à toutes les entreprises perma, bon, pour celles que vous connaissez déjà en tout cas, qui l'ont exprimé, qui leur permettent de collaborer entre elles? Alors oui, on a créé ce qu'on a appelé un cercle de la perma-entreprise. Cercle parce que le but n'est pas de créer une communauté fermée, mais plutôt un écosystème qui va se mettre au service des communautés existantes en offrant des outils, des solutions pour accélérer le passage à l'action. Et donc, dans ce cercle-là, on va retrouver un collectif des perma-entreprises établis où là, on va partager sur nos expériences, nos difficultés, etc. Mais là, c'est donc pour les entreprises qui sont allées au bout de la démarche et qui sont venues nous voir en disant est-ce que ça vous paraît assez sérieux et au niveau de l'exigence que vous avez positionné, même si on certifie pas, attention, on ne veut pas aller là-dessus, il y a d'autres dispositifs qui existent et on n'a pas les moyens de le faire. Mais voilà, il y a un écosystème, il est en partie référencé sur le site permaentreprise.fr, donc je vous invite à aller voir. Et pour ce qui est du prochain livre, si tout se passe bien, ce sera en mars. Parfait, bon, on a hâte parce que nous, je l'ai montré tout à l'heure, on a la version 1, on a hâte de voir la version 2, quoi. On aura aussi dans la version 2 une simplification de la méthode parce qu'il y avait une ou deux étapes qui étaient vraiment pas simples et les retours d'expérience, déjà le nôtre, parce que encore une fois, le livre, il a été écrit en parallèle du déploiement. Notre maturité 3 ans plus tard et les retours d'expérience d'autres entreprises nous ont amené à revoir une partie de la méthode, donc elle va être en partie simplifiée. Et l'autre aspect important dans cette nouvelle monture, c'est qu'on va beaucoup plus insister sur la convergence business et engagement sociétal, qui, on s'en est rendu compte a posteriori, était peut-être pas assez ostentatoire dans la première version. Okay. Et comme un écosystème vivant, on doit s'améliorer progressivement. C'est la création continue, on appelle ça un autre principe du vivant. Du test and learn, peut-être voilà, c'est des termes qui parlent aussi, quoi. Je vois que le temps file. Peut-être tu parlais des composantes tout à l'heure pour structurer la démarche. Tu parlais d'aligner sa raison d'être de son entreprise pour commencer à aller sur ce modèle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si dans l'auditoire, il y a des personnes, des organisations qui ont envie de commencer à tester des principes de la perma-entreprise, est-ce que pour toi, ou à expérimenter les principes de la perma-entreprise, pour toi, est-ce que il y a des premières étapes par lesquelles passer, autres les composantes dont tu nous parlais tout à l'heure? Alors, il peut en y avoir, bien sûr. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis 2 ans maintenant, c'est des formats d'ateliers durant lesquels les points d'entrée peuvent être multiples, mais notamment de se dire, tiens, toutes les entreprises ont besoin ou cherchent à innover, notamment au regard de leurs produits et de leurs services. On va s'appuyer sur certains principes de la permaculture qu'on a transposés en perma-entreprise pour les aider à penser différemment leurs produits et leurs services et innover. Ça, c'est un super point d'entrée. On a aussi un autre exemple, c'est, je pense qu'on le publiera prochainement, on a essayé de designer un premier petit outil d'auto-évaluation de permacompatibilité d'une entreprise, comme une façon de commencer à se frotter au dispositif qui peut être intéressant. Donc là il n'est pas encore finalisé, on doit le terminer, mais ça paraîtra, je pense, prochainement. Et puis on est en train de lancer des projets de recherche avec différentes écoles, voire des groupes de travail avec des étudiants pour qu'ils nous aident à vulgariser et à simplifier des choses qu'on a du mal à simplifier parce qu'on a la tête dedans depuis 3 ans. Donc voilà pour donner quelques exemples. Après, on a aussi fait beaucoup de conférences, donc il y a sur YouTube notamment des confs qui vont peut-être plus dans le détail sur le modèle, des exemples de mise en application chez nous que vous pouvez aller voir. Il y a la formation qu'on a donc créée parce que beaucoup nous demandaient qu'on les aide à muscler un peu leur jeu pour qu'ensuite ils puissent le mettre en place dans leurs propres organisations ou auprès de leurs clients. Et on a un peu bataillé pour avoir Calliope, pour qu'elle soit prise en charge par des organismes de formation. Voilà pour donner quelques exemples de ce qui peut être fait ensuite pour avancer sur le modèle. Très clair. Très bien. Il nous reste 10 minutes. On va rentrer dans la phase des
questions, sauf si peut-être que tu as envie de rajouter un dernier point qui pourra venir pendant la phase des questions aussi. Non, je vois des questions auxquelles j'ai envie de répondre. Ouais. Alors, tac. On va commencer par... alors, pour remonter un petit peu, il y avait Astrid qui avait posé une question. J'ai compris que vous aviez créé la perma-entreprise avec des inspirations et des méthodes dont la permaculture. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'autres méthodes qui continuent de vous inspirer? En fait, donc, dans la permaculture, il y a plein d'aspects différents. J'ai pas évoqué un des outils peut-être phares de la permaculture, qui sont en fait les 12 principes de design, c'est-à-dire des principes qui doivent vous aider à définir les modes opératoires de fonctionnement de votre potager et donc toujours par analogie de votre entreprise. Et ben, ces 12 principes de design, ça fait partie des outils, des sources d'inspiration pour faire l'innovation organisationnelle, produits et services, etc. Tout ça, c'est pour la perma. Mais si je prends un autre exemple, bah, voilà, le parcours de formation que je suis en train de suivre sur les entreprises à visée régénérative, franchement, est super intéressant, super riche. Et à la fois parce que ça aide vraiment à penser différemment. Et ça, il n'y a pas une entreprise qui essaie pas de penser différemment pour se réinventer par les temps qui courent. Peut-être, je suis tenté de faire le lien sur la question aux arguments pour convaincre des directions. Bon, il est assez évident aujourd'hui que ce qui continue de driver 90 et quelques % des décisions des entreprises, ce sont les finalités économiques et financières pour des raisons malheureusement évidentes. Donc, plus on arrive à faire la preuve de la valeur ajoutée, y compris économique ou financière de tout ça, c'est intéressant. Peut-être un partage d'expérience chez nous, c'est que, en particulier sur le volet climat et donc la préservation du vivant, quand j'ai rejoint l'entreprise, je suis un peu arrivé avec mes 2 gros sabots en comité de direction en disant, allez, on va faire conviction profonde personnelle, sauf que j'avais omis un truc, c'est ce qui s'appelle la conduite du changement et le fait qu'il faille embarquer avant, notamment quand il y a une décision d'allocation budgétaire à faire. Ce qui est vachement intéressant, c'est que dans un temps 2, quand je me suis remis en question sur ma propre façon de fonctionner, d'essayer d'avoir une forme de leadership sur le sujet, c'est qu'en fait, on a lancé une communauté environnementale chez nous sur des bases extrêmement libres et avec quasiment pas de budget. Et en fait, ça a tellement pris, il y a tellement de salariés qui ont voulu en être que ça a fait prendre conscience à tout le monde, notamment au sein des directions, de l'importance du sujet. Et en fait, j'ai après gagné un temps en fou pour faire avancer cette cause et pouvoir débloquer des budgets parce que la valeur ajoutée pour notamment l'attractivité et la fidélisation des salariés n'était plus à faire. Donc voilà, il faut en revenir souvent à des choses assez concrètes et pragmatiques. C'est en quoi ça m'aide à fidéliser les équipes, en quoi ça m'aide à être attractif pour attirer les jeunes talents, en quoi ça m'aide à peut-être gagner des appels d'offres parce qu'il y a de plus en plus de points qui sont attribués aux démarches RSE. Voilà, en quoi ça m'aide à augmenter ma résilience et mon adaptabilité qui est en pleine crise et en pleine crise au pluriel. Voilà, donc plus on a d'exemples de ça, plus on s'appuie sur l'actualité. Je peux prendre un dernier exemple. Il n'y a pas très longtemps, une étude qui disait qu'en moyenne en France, un salarié était absent 15 jours avec un coût qui était chiffré à peu près à 15 000 euros par salarié par an. Bon, bah, quand vous êtes une grosse boîte, vous vous dites que ça commence à faire des budgets énormes. Simplement, ils apparaissent pas dans le compte de résultat. Donc, c'est un petit peu invisible. Bah, chez Norcis, aujourd'hui, on est à 3 ou 4 jours. Donc, vous imaginez à quel point ça nous offre une robustesse économique et comment, là aussi, quand bien même on facture moins de jours par an aux clients, on arrive à avoir un modèle. On a de plus en plus d'exemples qui montrent que ça marche. Trop bien. Prérequis d'avoir la main sur le capital, pour moi, c'est évident. On a ce grand problème que la dilution du capital et la déconnexion totale entre les détenteurs du capital et les opérations font que ça a beaucoup de mal à prendre, de la même façon que les êtres humains qui de plus en plus vivent en milieu urbain sont complètement déconnectés du vivant et se rendent plus compte des conséquences de leur mode de consommation, quoi. C'est clair, hein. Donc, une entreprise qui n'a pas d'indépendance capitalistique, aujourd'hui, je pense, avec les règles du jeu actuel des marchés financiers, me semble assez peu compatible avec ce type d'ambition. Je ne demande qu'à voir le contraire, bien évidemment. Il y a Karine aussi qui posait une question. Est-ce que vous êtes connecté avec les conventions des entreprises pour le climat, CEC pour l'acronyme, pour ceux qui connaissent? Bien sûr, on se connaît bien avec l'équipe de la CEC.
Un des outils de la PERMA, d'ailleurs, est proposé aux personnes qui font le parcours sur la raison d'être en particulier. On a de temps en temps dans la formation PERMA des membres de l'équipe de la CEC qui viennent parce qu'on voudrait voir comment est-ce que la PERMA pourrait être un outil pour aider les entreprises qui font la CEC à prendre un peu de hauteur sur la production qu'ils ont faite en CEC qui en gros vise à faire une feuille de route de redirection écologique, quelque chose de génial, de très ambitieux, mais qu'il faut replacer dans un contexte de stratégie globale en évoquant la gouvernance, la transition des métiers, etc. Et là, on pense que le modèle PERMA peut aider à prendre cette hauteur et à le réenglober dans une stratégie plus large. Donc, on essaie de voir comment on peut s'interfacer avec la CEC, mais tout comme sur la création de parcours avec des acteurs comme Make Sense. Demain, je l'espère évidemment avec la communauté des B Corp, avec le mouvement Impact France. Parce que voilà, notre souhait, c'est que puisqu'on cherche pas à en faire un business, tous les liens et les écosystèmes auxquels on peut s'interfacer pour offrir, je dirais, cet outil et accélérer le passage à l'action, la transformation des entreprises est bon à prendre. Et voilà, on est même en train de voir avec une branche du MEDEF dans les Hauts-de-France, par exemple, pour faire un parcours. Donc ça, moi, c'est là où je trouve le plus d'enthousiasme à faire ce qu'on fait parce que on a besoin de créer des dynamiques collectives pour faire bascule, pour passer les échelles. Je pense, et en fait, après 2 ans et demi de prise de parole, de déploiement, de formation d'une centaine de personnes, de simplification de la méthode, je pense qu'on est en train d'arriver à la bonne en mars notamment, et puis un grand événement qu'on essaiera de faire à peu près dans les mêmes eaux. Je crois qu'on va réussir à redonner un beaucoup de booster à tout ça. Donc, je suis assez confiant sur le fait que les prochains mois verront naître des belles dynamiques autour du modèle, toujours au service des écosystèmes et des communautés existantes. Super. Tu parlais de Make Sense. Je rajoute Ticket for Change aussi, qui est intéressant, avec qui on a travaillé aussi là-dessus. Il y a une dernière question de David. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui te semblent particulièrement adaptés au modèle de la perma-entreprise ? Est-ce que tous les secteurs sont adaptés ? Est-ce qu'il y en a certains en particulier qui le sont ? Non, je pense pas, parce que honnêtement, aujourd'hui, dans les perma-entreprises, je veux dire revendiquer, on a 2 entreprises dans le domaine industriel, 3 dans le numérique, une dans le design, l'architecture du territoire, au niveau de l'urbanisme, etc. Donc bon, on a un peu je pense qu'on peut toucher à tout, et même comme je vous disais, on a aujourd'hui des acteurs non lucratifs qui se sont saisis de ce modèle, des associations, communautés de communes. Donc en fait, le recul aujourd'hui, c'est que cette méthode, elle est applicable dans bien des contextes, dès lors qu'il y a la compréhension et la volonté des décideurs finaux de le mettre en place. Parfait. Très bien. Très bonne conclusion. Merci beaucoup. Il est 12h58. Merci beaucoup, Thomas. C'était hyper riche, hyper dense, hyper intéressant. On aurait adoré pouvoir échanger plus longuement avec toi. Et désolé si on n'a pas pu prendre toutes les questions. Peut-être pour poursuivre, est-ce que donc tu citais le site de la Perma Entreprise tout à l'heure. Pour en savoir plus, j'imagine qu'on peut rediriger les gens vers ce site. Ouais. Est-ce que tu as d'autres liens à nous partager, peut-être toi pour te suivre, dont tu aimerais sur LinkedIn, et puis la page dédiée au modèle PERMA sur LinkedIn, parce qu'on peut y annoncer les formations, parfois on partage des contenus issus du livre, des partenariats, etc. Donc ça, évidemment, ça peut être une bonne source. Le livre, évidemment, si vous êtes pressé, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez attendre encore un petit peu pour que le nouveau sorte en mars. On est en train de finaliser le manuscrit, donc je pense qu'on arrivera à garder la date, maintenir cette échéance-là. Et puis voilà, écoute, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est bien. On a hâte de voir ce livre sorti. Nous aussi, on l'attend avec impatience. Ouais, puis peut-être qu'on fera des choses ensemble à l'avenir avec vous deux. Hein, on s'en reparlera, mais c'est pas exclu. Hein. Ouais. On aime beaucoup cette démarche aussi collaborative, et on pense que c'est
embarquant toutes les structures aussi qu'on accélérera aussi cette transformation. Donc, ouais, non, avec plaisir, Thomas, on en reparlera. Et pour conclure, du coup, il y a Clémence aussi qui a partagé d'autres liens. Merci Clémence dans le chat. Pour nous suivre, vous pouvez nous suivre, nous, Rivage sur LinkedIn, sur Instagram, nos actualités sur notre site. Et surtout, on est en train de préparer un prochain webinaire. L'idée, c'est qu'on fasse un webinaire tous les mois sur ces thématiques-là du vivant, de comment le vivant peut inspirer l'entreprise et surtout sur cette thématique un peu plus large de la transformation des modèles organisationnels des entreprises pour aller vers des modes de fonctionnement en accord avec les limites planétaires. Du coup, on organise des événements tous les mois. Le prochain, on est en train de le finaliser. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, et on vous enverra le replay dans la journée si vous souhaitez réécouter des passages. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Merci beaucoup Thomas, encore infiniment. Et puis, avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Et puis à bientôt pour tout le monde aussi. Yes. Bravo pour le timing. Bien tenu. Salut Céline, salut Thibaut. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.